Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce 13h, Assemblée générale constitutive de l'Organisation des femmes républicaines. Elle s'est soldée par la mise en place d'un bureau directeur national. On parlera de la mission dévolue à l'OFR. Assure également dans ce journal la mise en service de l'adduction d'eau villageoise de Yoye, alimentée par l'énergie solaire. C'était en présence du ministre de l'Énergie. Et puis nous ferons immersion dans les coulisses du festival Keke Adjato, une course cycliste qui a réuni une trentaine de compétiteurs. Il s'agit de la promotion culturelle à travers le vélo. Bonjour à tous, une note politique pour démarrer cette édition. Au terme de son assemblée générale constitutive, l'Organisation des femmes républicaines a installé un bureau directeur national. À peine constitué, le dit bureau s'est déjà doté d'une feuille de route en vue de la présidentielle 2021. Judith Glidja, porte-parole des femmes républicaines, nous en parle ici. L'Organisation des femmes républicaines a pour mission de tout faire pour mobiliser toutes les femmes autour des idéaux du Parti Bloc républicain. Les femmes seront prises en charge par cette organisation. On va veiller à leur autonomisation. On va leur faire des formations politiques en matière de gestion économique, etc. Et leur permettre également d'émerger en matière politique et dans les instances de prise de décision. Dans la logique de l'inclusion financière, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de soutien. Nous devons les aider à avoir ces soutiens-là. Les femmes ont besoin de formation pour s'épanouir. Nous devons les former pour qu'elles s'épanouissent. Donc, dans notre cahier de charge, c'est comment faire pour que la femme béninoise soit épanouie, s'affirme et abandonne les stéréotypes qui l'empêchent de se mettre au devant par rapport aux élections présidentielles de 2021, soutenir le candidat du Parti Bloc républicain. Les gouvernants qui comprennent la place de la femme comme notre actuel chef de l'État, le président Patrice Talon, c'est ceux-là que nous voulons soutenir. À tous les Béninois et particulièrement à toutes les femmes du Bénin, je voudrais dire que l'Organisation des femmes républicaines, OFR, du Bloc républicain, est née et que c'est l'organisation de toutes les femmes du Bénin. Parce que nous voulons l'autonomisation de la femme. Nous voulons une meilleure compétence pour les femmes. Nous voulons le rayonnement et l'épanouissement de la femme et donc l'OFR est ouverte à toutes les femmes. Vous pouvez venir vous inscrire et donc vous devenez républicaine en même temps et ça va nous permettre de contribuer valablement au développement de notre pays. Et c'est pour ça que lors de notre assemblée générale, nous avons choisi comme thème femmes républicaines davantage engagées pour le développement. Les ambassadeurs du Nouveau Départ ont installé leur coordination départementale et communale dans le Mono et le Koufo. Celles-ci ont pour mission d'informer les populations sur les réalisations du programme d'action du gouvernement. Olviga Messan et Viti Sahoré. Ils sont désormais les ambassadeurs du Nouveau Départ dans le Koufo et dans les 6 communes de ce département. 12 membres pour la coordination départementale et 6 coordonnateurs communaux. Vous êtes à partir d'aujourd'hui des ambassadeurs du programme d'action du gouvernement. Vous devez passer de hameau en hameau
Échangez avec vos proches. Les ambassadeurs du nouveau départ, c'est la dénomination d'un mouvement apolitique et laïque. C'est une plateforme d'analyse politique et de communication qui a pour objectif de vulgariser les différentes actions ou les différentes activités programmées dans le PAG et qui sont en exécution. Nous prenons l'engagement de faire ce qui est de notre devoir pour la réussite de l'AND dans le COUFO. C'est le partenaire direct du PAG. Après le COUFO, le même exercice d'installation est fait dans le Mono pour les 13 membres de la coordination de ce département et pour les 6 coordonnateurs communaux. Je donne mon entière disponibilité pour faire de la coordination AND Grand Popo ce qui doit être. Je réitère également mon soutien au coordinateur départemental Mono, qui forcément aura besoin de nous pour mieux accomplir la mission à lui confier. La mission de ces coordinations est aussi de recueillir les propositions et doléances des populations de leur zone géographique. Le ministre de l'Énergie a procédé à la mise en service de l'ouvrage d'électrification par système solaire. Il a par la même occasion mis en service l'adduction d'eau villageoise de Iwoye alimentée par l'énergie solaire. Reportage. Même dans les zones les plus enclavées, aucun village n'est trop loin pour être visité et approvisionné en besoins vitaux. Donnant Jean-Claude Oussou à Iwoye, c'est la première fois qu'un ministre de l'Énergie foule le sol de ce village, situé à Ketu, arrondissement de Idinyi, et qui fait frontière avec le Nigeria. Cette voie en est le point d'intersection entre les deux pays. Ici, Bénin et Nigeria se font face avec des difficultés d'approvisionnement en eau jusqu'à un passé récent pour les populations. La solution à ce calvaire est enfin disponible grâce à cette adduction d'eau villageoise par laquelle les soifs sont étanchées ici à Iwoye. Merci Monsieur le ministre, à travers le gouvernement pour l'effort qui est fait. Parce qu'on est dans un village où il y a plusieurs difficultés. D'abord l'électricité et puis l'eau. Mais grâce à cet ouvrage qui est fait, au moins il y a déjà pas mal de problèmes qui sont résolus. Du coup, quel que soit le temps qu'il y ait plu ou pas, la population a l'eau. On a installé un pompe solaire autonome. Et s'il y a le soleil, la pompe fonctionne et permet de pomper l'eau vers le château. Et ce château permet de distribuer l'eau dans le village. Nous avons installé une bonne fontaine au niveau de l'unité spéciale, tout juste derrière là, pour alimenter l'unité spéciale. De l'autre côté aussi, il y a un autre pour alimenter les populations. Et il y a aussi un autre au niveau vers le forage là-bas pour alimenter la population en eau potable. Quand nous avons l'énergie, on utilise l'énergie pour amener l'eau potable. Et c'est ce que nous avons, comme c'est l'effet des deux, qui donne à la fois l'énergie pour l'unité spéciale et l'eau, aussi bien pour l'unité spéciale que pour les populations. La mise en service de cette infrastructure, en même temps que celle de l'ouvrage d'électrification par système solaire de l'unité spéciale de sécurisation des frontières de Iwoye, marque le début d'une suite de réalisations, surtout avec la présence du ministre de l'Énergie. Les autorités commencent à venir à Iwoye ici. Ils ont su que il y a des Béninois ici aussi. Donc, on doit lutter pour eux, pour que les gens du village Iwoye ne se dirigent vers la ville. C'est ça qui est très important. Cette occasion de rencontrer le ministre de l'Énergie est une opportunité tant espérée pour les autorités locales pour formuler leurs doléances. Des doléances face auxquelles l'autorité n'est pas restée insensible. Pour nous, dans le département, vous avez réglé un problème sérieux. Je rappelle que nous avons un comité départemental de sécurité où siège le commandant de l'USSF, Iwoye. Et le problème qui se pose souvent, c'est l'énergie et l'eau potable à Iwoye. La doléance que nous pouvons appeler la doléance d'Iwoye, c'est de tout faire pour que le défi qui constitue l'électrification de tout le village d'Iwoye soit vraiment un défi relevé. Parce que vous venez de donner, aujourd'hui, vous venez de montrer à toute la population les bienfaits de l'énergie électrique. J'ai la satisfaction de savoir que je suis le premier ministre de l'énergie à avoir foulé le sol d'Iwoye. Je vous promets que je vais revenir. J'ai compris et reçu et noté toutes les doléances qui ont été formulées, des doléances légitimes. Et je dirais la doléance des doléances
qui est l'extension du réseau électrique dans Iwoye. Et je crois que ça rentre tout à fait dans les instructions données par le président de la République, le président Patrice Talon. Nous allons tout faire pour que ces instructions soient encore plus concrètes et plus opérationnelles à Iwoye. Avec l'appui du ministère de l'Énergie et ses structures compétentes, les habitants de Iwoye ont de l'eau à suffisance et les forces spéciales de sécurisation des frontières qui opèrent sur place ont de l'énergie de jour comme de nuit pour mener au mieux leur mission républicaine. On reste avec le ministre de l'Énergie qui a effectué une descente à Gbakpoji et Wegbo. L'autorité a procédé à la mise en service du réseau électrique dans ces localités. Ces réalisations, il faut le dire, entrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'électrification rurale porté par le gouvernement. Regardez. Quand le ministre de l'Énergie arrive, l'obscurité se dissipe dans les localités. À part rassurer, le porteur de lumière est allé délivrer les populations de Gbakpoji dans la commune de Semepoji des caprices de l'obscurité. La nuit va ressembler désormais au jour. Tous les coins seront électrifiés et les activités des populations qu'ils mènent dans la journée peuvent être désormais aussi menées dans la nuit. En pensant à Gbakpoji, c'est la preuve que le chef de l'État non seulement est à l'écoute de son peuple, mais également à travers le PAG, pense également ou bien à donner une place à la commune de Semepoji. Au total, c'est une somme de 55 millions de francs CFA en équipement que le ministère de l'Énergie a déboursé sur fond d'électrification rurale pour que Gbakpoji ait les premiers éclats de lumière la nuit. Les ouvrages objets de la présente mise en service sont constitués de 1100 mètres linéaires de réseau mixte, de 2100 mètres linéaires de réseau BT, le tout alimenté par un transformateur de 100 kVA. Il y a aussi 10 lampadaires LED à très faible consommation, comme vous avez recommandé et insisté, à très faible consommation que nous utilisons désormais, qui sont répartis à travers le village pour donner l'éclairage à la population. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement du président Patrice Talon, déterminé à approvisionner tous les Béninois en énergie électrique, rapproche le monde rural de la possibilité d'obtention d'un compteur pour les ménages. L'allègement des taxes est conséquent. Des actions particulières par rapport à aujourd'hui, c'est que les frais de connexion qui sont normalement de 90 000 francs CFA seront à titre exceptionnel sur ces instructions de 50 000 francs pour permettre à ces infrastructures d'alimenter au moins 200 maisons dans cette agglomération. Je dis bien 200 maisons. Et s'il en faut en plus, on augmentera les infrastructures pour répondre aux besoins. Donnant Jean-Claude Oussou n'a pas perdu du temps. Ici à Wegbo, le ministre de l'Énergie a répondu à l'appel lancé par le conseil communal d'Adjara il y a moins d'un mois. Depuis la conférence des forces vives de la nation 1990, c'est la première fois dans l'histoire de la République du Bénin que la commune d'Adjara jouit d'une attention toute particulière d'un gouvernement. Monsieur le ministre, le jeudi 20 août 2020 dernier, nous étions dans votre cabinet à Cotonou pour solliciter votre soutien à l'effet de nous aider à éclairer la commune d'Adjara dont les populations ont de grands ennuis à cause des problèmes d'énergie électrique. Après cette audience, vous voici dans la commune d'Adjara, votre chère commune, pour mettre en service un ouvrage électrique. C'est un témoignage fort de votre solidarité vis-à-vis de la population d'Adjara qui peut désormais compter sur vous. L'efficacité et la promptitude du ministre de l'Énergie par le biais de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ont donné de la lumière à Wegbo après investissement de 50 millions de francs CFA, des équipements à préserver à tout prix pour maintenir l'éclairage dans le village. Je voudrais compter sur vous pour que ces installations, qui sont les vôtres, puissent être protégées
comme des bijoux de famille afin que vous puissiez les utiliser le plus longtemps possible pour l'amélioration du bien-être de chacun et de chacune d'entre vous. La manière dont on verra l'utilisation et la protection va encore encourager le gouvernement pour faire encore plus pour Adjara. Le projet d'électrification rurale au Bénin est en marche. Le département de l'Ouémé n'est pas en reste. Gbakpodji dans Semekpodji et Huegbo dans Adjara en sont de parfaits exemples. Ce journal se poursuit. Le Centre de formation professionnelle des personnes en situation de handicap d'Agasato ouvre ses portes au public. Les produits artisanaux fabriqués par ses apprenants y sont exposés. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a visité les différentes unités de formation et de production de ce centre. Stanislas Limpon et Ramatoulawani. Des productions des apprenants du Centre de formation professionnelle des handicapés d'Agasato. Dans les 6 unités, ils apprennent plusieurs métiers dont le tissage et la cordonnerie. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance les visite ce matin. Elle vient constater la mise en œuvre des orientations du gouvernement dans ce centre. Pas seulement leur formation professionnelle, il faut aussi leur donner des outils de gestion de leur future entreprise afin de favoriser leur autonomisation. Véronique Toyin-Fodé insiste là-dessus. Nous essayons de faire évoluer ces centres-là par l'insertion de nouvelles filières qui correspondent aux besoins et à la demande. Et en plus de ça, par exemple, cette année, nous avons insisté pour qu'il y ait un soutien fort psychologique parce que la confiance en soi est un facteur déterminant dans la réussite. Donc, ils sont accompagnés de chaque semaine par un psychologue dans le centre. Et nous avons aussi demandé pour que cette année, on insère des modules de gestion de micro-entreprises. Parce qu'une fois qu'ils sont formés, les ministères les aident à s'installer, il faut qu'ils puissent savoir gérer leur petite entreprise, gérer le personnel, faire de la petite comptabilité. Le centre conduit sa 15e promotion cette année. Aux ateliers de formation en macramé et en agro-animal, ses responsables ont ajouté 2 nouvelles filières. Il s'agit de la couture et de la coiffure. Avant, nous avions 4 formations, à savoir le macramé, le tissage à main, le tissage à pied. Je réduis les 2 en une formation, la cordonnerie, et puis le maraîchage et l'élevage. Aujourd'hui, nous avons ouvert les 2 sections de formation, couture et coiffure, qui fonctionnaient déjà. Mais on a voulu officialiser pour que tout le monde connaisse le centre. Les pensionnaires en formation ici sont porteurs de handicap moteur, de surdité et d'infirmité motrice cérébrale. La création de ce centre de réadaptation et de réinsertion sociale des personnes en situation de handicap remonte à 1983. Pendant 2 jours, les enseignants locaux reversés en contractuel ont passé au peigne fin le parcours de leur carrière et les difficultés rencontrées. Ils tiennent leur tout premier congrès ordinaire à Boyko. Nestor Sela et Michel Ebré pour le point. Maounia Kapo, ministre en charge de l'enseignement secondaire, échange avec ses enseignants sur les grandes réformes introduites par le gouvernement de la rupture dans le système éducatif. D'abord, au niveau du sous-secteur de l'enseignement secondaire général, avec l'élaboration de la stratégie globale de l'enseignement secondaire général qui est en cours, avec le recrutement de plusieurs enseignants dans ce domaine, avec l'évaluation de certains enseignants, avec la création de l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation qui nous permet aujourd'hui d'éviter qu'il y ait des éléphants blancs dans les constructions des infrastructures scolaires. Nous avons parlé également de l'instauration et de la mise en place du Conseil national de l'éducation qui est l'organe de régulation, d'orientation et de décision dans notre sous-secteur aujourd'hui. Je leur ai parlé également de la création de l'Agence pour les prestations aux établissements scolaires qui va gérer à partir de la rentrée prochaine les enseignants qui seront placés par des agences de placement. Nous avons compris que ce qui se fait depuis 2016 constitue en quelque sorte les sous-bassements, c'est-à-dire les fondamentaux d'un système éducatif performant. Et sans quoi l'enseignant en lui-même ne peut jamais être fier
d'avoir choisi cette corporation, d'avoir choisi cette vocation de dispenser des cours. Et donc, j'ai foi qu'après la structuration de notre économie à travers la lutte contre la corruption et après ces réformes institutionnelles politiques qui sont en cours, je crois que le gouvernement va faire face à la revalorisation de la fonction enseignante, gage d'un mieux-être de tous les acteurs du système, notamment les enseignants, les apprenants et pourquoi pas les parents d'élèves aussi. L'émissaire du gouvernement n'est pas passé par le dos de la cuillère pour montrer la qualité des actions que le chef de l'État mène pour redonner espoir à la qualité de l'enseignement aujourd'hui au Bénin. Le nombre de salles de classe que nous avons pu construire, le nombre de lycées d'enseignement technique et professionnel que nous avons pu construire et équiper en moins de 4 ans, les constructions qui sont en cours des lycées de référence dans plusieurs départements de notre pays, la construction de lycées. Dans cette stratégie, le secteur privé est complètement impliqué. Et impliqué aussi bien dans la gouvernance administrative des lycées, dans la gouvernance pédagogique, mais également dans la gouvernance financière. Le système d'apprentissage est privilégié, la promotion des filières scientifiques est privilégiée et nous allons dans le secteur de l'alphabétisation. Le secteur de l'alphabétisation privilégie donc l'alphabétisation fonctionnelle pour permettre à nos concitoyens qui mènent des activités économiques d'accompagner ces activités économiques avec l'alphabétisation. Cette séance d'information prend fin sur une note d'espoir qu'avec le gouvernement de la rupture, l'école béninoise retrouve ses lettres de noblesse. L'événement nous replonge dans les méandres de la culture de Dangbo et valorise le vélo. Il s'agit du festival Keke Adjato, une course cycliste qui a réuni une trentaine de compétiteurs pour un parcours de plus de 3 km. Le promoteur PDG de la société SIPA est allé puiser dans la tradition pour réunir les filles et fils de Dangbo samedi dernier. Wiss Rongbo et Firmin Bassao. C'est un événement inédit à Dangbo qui relance le vélo dans sa valeur ancestrale, le festival Keke Adjato. Une caravane à travers Dangbo, puis la course cycliste qui met en compétition 27 concurrents. À l'arrivée, Kekere Gotonou sort vainqueur. Il réalise un temps record de 5 minutes 58 secondes pour une distance de 3 km 700 mètres. Le PDG de la société SIPA, promoteur du festival, a mis tous les moyens en œuvre pour que cette première édition du Keke Adjato soit inscrite dans les annales de l'histoire de Dangbo et par ricochet celle du Bénin. Souffrez que je vous dise que la grandeur d'un homme se mesure à travers ses actes. Voici un digne fils de Dangbo qui honore sa région, sa ville à partir de ses actes. Nous lui souhaitons bon vent. En célébrant le vélo, le promoteur entend poser les bases du développement. Nous avons aujourd'hui le devoir de réveiller la mémoire de nos populations par rapport à ce précieux moyen de déplacement qui a vu connaître le développement de Dangbo. Le concept de la course Keke Adjato est pour nous un véritable levier de progrès. Nous entendons perpétuer ce prestigieux événement culturel chaque année. Clou de la cérémonie, la distinction des 3 lauréats de la compétition. Au-delà de ce qu'il promeut la culture du milieu, pédaler le vélo contribue à garder le corps en bonne santé. Le point de l'actualité hors du Bénin à présent, présidentielle en Côte d'Ivoire. La candidature de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo et celle de Guillaume Soro sont irrecevables. Ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt le président du Conseil constitutionnel ivoirien. Pendant ce temps-là, la communauté des chefs d'État ouest-africains se réunit au Ghana pour parler de la situation au Mali. C'est une compilation signée Jérôme Mba. Le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions des articles 48, 50 et 51 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
qu'il s'ensuit que la candidature de M. Soloki Bafoulou Guillaume doit être déclarée irrecevable. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Abidjan. Par ailleurs, le président du Conseil constitutionnel ivoirien a rendu publique la liste définitive des candidats participant aux dites élections. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Affi N'Guessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan Bertin. Le scrutin présidentiel ivoirien aura lieu en octobre prochain. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest rencontrent le chef de la junte militaire malienne ce mardi au Ghana, date limite fixée pour la désignation d'un président et d'un premier ministre civil afin de mener à bien la transition dans le pays. L'objet de cette rencontre est simple, nous devons terminer nos délibérations sur le Mali, a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo lors de l'ouverture du sommet à Accra. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a quitté le Mali pour la première fois depuis sa prise de pouvoir le 18 août pour participer en personne à ces discussions. Il doit prononcer un discours et détailler la position des putschistes lors d'un huis clos avec les chefs d'État de la région. Pendant ce temps, on apprend que l'ancien dictateur malien Moussa Traoré, porté à la tête du Mali par un coup d'État en 1968 et renversé par un autre après 22 ans de pouvoir sans partage, est décédé ce mardi à l'âge de 83 ans. Né le 23 septembre 1936 à Sébétou, dans la région de Caille au sud-ouest, Moussa Traoré était le fils d'un soldat de l'armée française, dans laquelle il s'est engagé lui-même en 1954. À Tunis, les lycéens font leur rentrée en respectant de nouvelles mesures de distanciation sociale pour limiter la propagation du coronavirus. Nous avons pris des mesures exceptionnelles en raison de la situation sanitaire. Nous avons partagé les classes selon les recommandations du ministère de l'Éducation en deux groupes. Un groupe vient aujourd'hui et l'autre demain. Un fugitif italien multirécidiviste qui s'est échappé de prison pour la 7e fois au début du mois a été arrêté par la police italienne dans une bergerie. Giuseppe Mastini, 60 ans, surnommé Johnny le Gitane, a profité d'une libération temporaire d'une prison de haute sécurité en Sardaigne pour s'enfuir le 6 septembre. Voilà, c'est la fin de ce 13h que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à demain.